Donc, je m'appelle Arthur Gélin. Je suis plasticien de manière générale. Et là, j'ai été appelé donc, sur cette pièce pour la scénographie et les costumes. Ok. Concernant l'espace, je vais le refaire. Je vais repartir le E. Concernant l'espace, c'est donc un espace circulaire dans lequel les spectateurs sont assis, pour ainsi dire, sur scène, dans l'espace de jeu. Euh, on- donc, je sais pas, c'est pas agréable du tout comme expérience. Attends, je vais refaire la partie. Qui a une grande dimension d'espace mental contraint. On se sent un peu bloqué, c'est un peu une psychose cette pièce, surtout quand tu passes autant de temps à travailler dessus. Euh, et c'est un peu un labyrinthe mental dont tu peux pas t'échapper. Et le seul moyen de s'en échapper, en fait, c'est de jouer. Enfin, c'est de revenir à un état presque d'enfant où tu questionnes la sacralité des choses et, et où c'est pour ça aussi qu'il joue avec cette langue de cette manière. Walzer, c'est il y a une dimension un peu ménestrelle, quoi, mais dont lui seul a le secret. Et je crois que c'était important, c'est un peu ce que je recherche en tout cas par rapport à l'espace, même au costume. Enfin, c'est comment on se fait écraser par ces différentes institutions ou les différents éléments d'objets qui font autorité, qui dictent un petit peu la manière dont on va recevoir quelque chose, comment on va se placer. Tu vois, là, cette caméra, elle m'impose quelque chose qui est assez. Et il faut que j'arrive à jouer avec. Il faut que j'arrive d'une certaine manière, à m'émanciper pour jouer avec. Et bah, c'est un peu pareil par rapport à cet espace. C'est pour ça qu'il y a un peu ce truc de gabion, de nasse, comme pour les poissons. Enfin, c'est surtout lié à cet objet sonore. Euh, ouais, pour que. Enfin, pas vraiment de finalité, à part juste transmettre au spectateur c'est juste une petite question, genre et si je me levais, tu vois, et si je me levais et que j'allais voir je sais pas, un élément et que je me mettais à avoir une relation avec, si je me levais pour aller m'asseoir dans un coin de la salle pour décentrer mon regard, tu vois, c'est pour ça aussi ils sont parqués un peu en formation militaire. Il y a un truc un peu genre l'armée romaine, formation tortue. Et, et tout ça, au final, n'est que du papier, quoi. Enfin, bref, on va essayer de le Ouais. faire. De repartir du cercle d'abord, de Ouais, cet si tu veux. espace circulaire. Là, t'as appuyé sur on. Ouais, mais c'est Ok. pour pas avoir y penser après. Ouais, euh, pourquoi partir de l'espace circulaire pour cette pièce de Cendrillon? euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers cette circularité? C'est un peu. Cette pièce, c'était un peu une boucle mentale, spatiale, temporelle. Enfin, ce texte est une sorte de vortex où il y a des petits décalages. C'est des orbites, en fait, qui travaillent légèrement en se décentrant, mais ils se déplacent un peu tous dans le même sens, mais les éléments se croisent pas toujours au même moment, au bon endroit. Et, et du coup, l'espace circulaire, c'est aussi un espace qui fait autorité. Enfin, on le voit par exemple par rapport à la ville de Paris, qui est très héliotropique, presque. Y a- tout converge vers le centre. Euh, et ça crée un rapport euh, qui est tellement orienté que on en oublie d'arriver à jouer parfois sur les marges. Euh,
Et du coup, c'est vrai que par rapport à cette pièce, la question ouais, des marges, des frontières était super importante. Et d'avoir presque comme des couches de cadastre, des plans de ce qu'était l'espace dans le passé, ce qu'il est dans le présent et ce qui pourrait être dans le futur. Enfin, d'avoir des couches d'espace qui se mélangent et en fonction du jeu, eh ben, on glisse d'un espace à l'autre, on se rend compte qu'il y a des frontières, mais on ne sait pas forcément quelles sont les règles qui régissent ces frontières. Euh, et forcément, quand on ne connaît pas toutes les règles, eh ben, on se met à jouer un peu avec. On s'imagine des choses, parfois ça va nous repousser, parfois juste on va sauter passer le pas, quoi. Et ouais, c'est l'espace circulaire, il était là pour amener une certaine autorité de la scène par rapport à la salle qu'on considère comme l'institution du théâtre, et on fait une pièce qui se décentralise parce que en plus elle est amenée à tourner pour cette session de tournée dans plein de villages euh, pour se rapprocher des gens, et comme on sort du CDN, le temple, et bah ouais, c'est un peu pareil dans la pièce, quoi. Il y a cette autorité-là, mais en fait, toute la pièce se passe sur la décentralisation de cet objet qui serait salle et scène, et en fait, c'est un peu mélangé, quoi. Et du coup, les espaces là, autour du cercle, sont à la fois des espaces pour le public et des espaces de jeu. Ouais, c'est ça. C'est que on va avoir les assises. En fait, il y a une première image, si on veut, de la pièce, de l'espace de jeu qui a des frontières un peu délimitées avec les espaces d'assises. On va dire il y a trois bastions d'assises, plus un type d'assise qui est proche de la galerie, qui est plus poreux. Euh, et, mais eux-mêmes, ces espaces-là d'assises sont un peu mangés par l'espace de jeu, par euh, des éléments qui jouent avec la pièce. Euh, et on ne sait pas qui mange qui, en fait. Euh, Surtout qu'il y aura 70 personnes dans cet espace, donc en fait, quand on est 5, ça va. Mais à 70 personnes, ça va être une arène. Enfin, on va être dans une arène. Il y, y avait une volonté aussi par rapport à l'écriture de la lumière. Oui, on a un objet lumineux, un peu plus central, qui est lié à la dramaturgie du conte. Mais on se retrouve avec 4 projecteurs de chantier ou de stade. C'est vraiment pour avoir cette ambiance ouais, d'arène. Ouais, très crue. Et en fait, comme on joue en fin de journée, le jour devrait descendre petit à petit. Les projecteurs qui seraient déjà allumés, eh ben, d'un coup, on va se rendre compte qu'on est presque dans un stade. Un peu comme quand on va au stade, et puis que la nuit tombe, et petit à petit, on fait. Ah, mais il y a plein de lumière. En fait, on est dans l'action, quoi. Il y a les gladiateurs, ouais, par rapport à l'écriture de lumière, c'était assez important, euh, ça. Qu'est-ce que je peux te dire par rapport aux assises? Bah, alors, ouais, enfin, ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs couches d'espace, et du coup avec des frontières plus ou moins claires. Euh, et les spectateurs sont eux-mêmes des. Ok, je vais te le refaire, je vais te synthétiser un truc. Cet espace, en fait, il est pensé pour être à la limite entre la ruine et le paysage. Euh, on est dans un espace où il a pu se passer des choses, où il est en train de s'en passer et où il pourra s'en passer. Euh, un peu ouais, comme dans un espace de ruine ou comme dans une vieille ville où tu verrais des strates du passé, des couches, mais qui sont transformées, détournées,
qu'on vient réactualiser pour jouer avec le présent, mais sans savoir forcément à quoi elle servait à l'époque. Euh, et la frontière entre la ruine et le paysage, en fait, ça devient très poreux à partir du moment où l'organicité apparaît et émerge. Et ça vient aussi du fait de l'action du vivant sur. C'est pas une image figée, quoi. C'est vraiment une sorte d'écosystème en mouvement. Et cette porosité, on la retrouve aussi dans le fait que les spectateurs finalement sont dans le décor. Ouais. Enfin, il y a quelque chose qui peut sembler comme ça, a priori, quand on arrive sur le décor, très marqué, avec ce centre, le tissu qui délimite une frontière entre le centre et l'endroit où se met les spectateurs. Mais au final, il y a d'autres espaces de jeu qui sont à côté, et donc le jeu, il est partout. Mm. Et le regard aussi est décalé. Ouais, bah. Alors là, on ne le voit pas, mais il y a les bancs, là, quand ils sont en biais, il y a une partie des assises en fait, qui sort du tapis de feutre. Tous les spectateurs ne sont pas forcément sur le feutre. Et ce feutre, il permet plusieurs choses. Déjà, sachant qu'on va changer de salle tout le temps, il n'y a pas une salle qui se ressemble, il n'y a pas un même volume, il n'y a rien qui nous permette d'accentuer un point de vue, enfin, plus difficilement en tout cas. La grande question était d'arriver à pouvoir donner des points de vue, objectiver par endroits des moments, sans nier le réel, sans nier les espaces dans lesquels on joue. Et tout l'enjeu était vraiment sur cette chimère-là. Parce que l'espace de jeu, c'est aussi l'espace, les espaces dans lesquels on va s'implanter, les salles. Et en fonction des dimensions des salles, eh ben, on a des éléments qui s'étendent et qui sortent de ce carré de feutre, entre guillemets, pour venir manger l'espace du réel. Mais à partir du moment où ils sont plus sur cet espace de feutre, bah, ils sont encore plus du côté du réel. C'est pour ça aussi que le tapis est collé contre un mur. C'est un mur du réel et on n'a pas de tapis à cet endroit-là au sol. Et ça permet de presque faire une crevée vers le réel, de le ramener sur scène. Est-ce que ce sera toujours un mur là, ou ça peut être la salle qui continue? C'est plutôt un mur pour le moment. En tout cas, comme on a pu faire des essais que dans des petits espaces. On n'a jamais pu essayer avec une perspective de salle derrière. Mais c'était une idée à un moment qui semblait pertinente, mais pour le moment, on s'est plutôt basé sur ce qu'on avait. Donc, ouais, ça nous paraissait cohérent. De toute façon, dans un espace comme ça, on ne peut pas se coller à autre chose qu'un mur, quasiment. Et c'est aussi pour décentrer le centre. C'est qu'en fait, le centre, il est quand même sur une marge de l'espace. Même si on a des spectateurs qui sont assis là-bas, donc à l'opposé, près du mur, c'est où se trouvent les centres, en fait. Où sont les orbites et où est-ce qu'on se situe. Puisqu'en plus, il y a au moins deux espaces très clairement hors du cercle, comme la galerie, la forêt, entre guillemets. Après, il y a aussi cet espace-là avec l'objet sonore. Mais ces éléments de grille, par exemple, bon, en fait, les bancs vont commencer, ils vont être à l'intérieur des grilles. Ça va venir sur les grilles. J'ai des découpes à faire pour intégrer les bancs à l'intérieur. Ça, c'est des éléments sur lesquels les spectateurs vont aussi s'asseoir. Enfin, les amateurs principalement, mais l'idée de base, c'est quand même que au final, on se retrouve un peu dans cette ruine devient un peu une agora, quoi. Enfin, un endroit où
où tout le monde prend possession des choses. Et donc, cette structure sonore, là, comment est venue l'idée, avec quels matériaux, euh, enfin, ouais, cet appareil étrange. Euh, Souvent dans ma manière de travailler, euh, c'est des jeux d'images, des jeux de mots et des jeux d'images. Euh, je, quand j'amène quelque chose du réel que je détourne à peine euh, pour l'intégrer sur une scène, enfin quand je le sacralise d'une certaine manière, quand je le donne à voir, je le sacralise d'une certaine manière. Euh, J'aime bien trouver ces points de bascule sur aussi une certaine forme d'abstraction d'un objet et, et parfois en fonction de la connaissance qu'on va avoir d'un objet ou non, on va s'ouvrir des pans de rêverie qui n'auront rien à voir d'une personne à l'autre. À partir du moment où je dis cet objet, c'est un obus de la Première Guerre mondiale, tout de suite on a une image qui est très relativement formatée et l'image est tellement forte que euh, et les ricochets de sens sont tellement prégnants qu'on va avoir du mal à s'en émanciper. Euh, Alors qu'au final, on est sur. Donc c'est une douille, enfin c'est ce qui reste dans nos vies. Euh, Au final, c'est un objet très simple, très minimal. Les seules inscriptions qu'on aura seront sur le culot. Il faut s'en approcher et tourner autour pour se rendre compte qu'il y a des petits éléments. Et de manière générale, c'est un peu des énigmes. Enfin, pas des énigmes pour chercher l'énigme, c'est plutôt tout n'est pas donné et ceux qui vont se mettre à chercher vont trouver des choses, ça va leur donner des indices, d'autres vont les prendre telles quelles et il n'y a pas de, il y a pas de direction euh, organisée, au contraire c'est plutôt ouais, trouver une certaine liberté dans le fait de jouer, décentrer le regard et comment avec un objet qui vient du terrible, et ben on se met à jouer avec comme un enfant presque, on pourrait. Et, et inversement, comment un jeu d'enfant peut devenir un jeu du terrible. Euh, et dans la pièce, bah, c'est un objet d'autorité fort parce que c'est un peu le métronome sonore, c'est le bâton du chef d'orchestre. Et en même temps, je sais pas, moi il m'évoque il a une dimension un peu flottante, assez léger, il est enfermé et enfermant, et en même temps il est complètement ouvert. C'est vraiment ce point de bascule là, et je pourrais en parler des heures, comme en même temps il n'y a pas grand chose à dire sur cet objet. Je crois qu'il se tient de lui-même, son point d'équilibre. Ouais, il y a un petit côté addition de Zeppelin aussi, dont Ouais, on aurait enlevé la toile. oui, 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 oui. Bah, c'est plein de petites. Enfin, alors, ce qui l'entoure, c'est des nasses. Enfin, c'est parti d'une idée de la nasse. Euh, et c'est des formes. Les nasses, c'est des formes qui existent depuis la nuit des temps pour capturer des crustacés, pas des, des poissons. Enfin, il y a un truc de la rêverie avec la nasse, de la barque. Euh, Essayer de capturer, je sais pas, un homard. Et en même temps, pardon, si on regarde,
Bah, ça reste quand même un goulot qui va capturer des bestioles qui pourront jamais trouver la sortie, quoi. Enfin, c'est un labyrinthe clos sur lui-même, mais ouvert vers l'extérieur. Et la pièce reflète bien cet état d'esprit et le monde qui nous entoure de manière générale, pour moi, questionne ce rapport de Nas, quoi. Mm. Oui, c'est vrai que ce côté dans la pièce, une sorte de bulle qui se crée dans l'histoire, dans le conte, Mm. avec ce temps qui s'arrête, et Ouais, avec ces questions. c'est un temps flottant et en même temps qu'avance. Enfin, il y a vraiment plusieurs couches de temps à la fois, des moments qui ralentissent, des moments qui accélèrent, et parfois en même temps. Du coup, c'est vraiment une histoire d'attention. D'une personne à l'autre, le rapport au temps dans la pièce ne sera pas du tout le même. Et alors, il y a une ligne narrative, mais faut, je crois, prêter attention à tout ce qui se passe sur les marges en parallèle. Il y a cette bulle dans laquelle on va flotter. Bah, euh, malgré l'action, ouais, c'est des couches qui travaillent en même temps, quoi. C'est un peu ésotérique ce que je raconte, mais il faudra couper une bonne partie. Ouais, mais en même temps, ouais, on voit, de toute façon, ce cercle ramène à la bulle aussi, Mm. et en même temps, tout cet espace à côté qui, qui porte presque plus de décor, en tout cas d'éléments de décor, que le centre, Ouais, vient dire d'emblée que de toute façon mm. la bulle n'est pas le centre de l'histoire. Non. Et on le voit bien sur une bulle, l'iridescence et tout ce qui s'y passe, ça se fait Sur le côté. sur les côtés. La diffraction se fait sur les marges. Mais bah, c'est vraiment ça qui était. Enfin, je cherchais un espace central qui soit assez minimal, assez calme d'une certaine manière. Enfin, euh, un peu plus exigeant, on va dire, plus cadré, plus limité, plus fermé, mais en même temps moins pesant. Euh, on comprend plus facilement. Et autour, ouais, ça grouille de vie, quoi. Ça grouille aussi de paradoxes. De... Mm. C'est un peu. Ouais, bah, quand on regarde un champ aujourd'hui, je sais pas, pour l'agriculture, on voit que c'est un peu autour où il y a la végétation qui essaye de garder son autonomie, et c'est là où les choses se passent, quoi. Qu'est-ce que je peux te dire donc on va avoir ces espèces de piliers Ouais. donc qui font écho par rapport à l'institution du théâtre à un objet technique qui est le truss, enfin, il y a un code graphique qui fait référence au truss euh, en beaucoup plus léger. Et puis on va avoir vers les 1,60 m une déformation de ce truss et c'est un peu une ligne de brouillard, une ligne de brouillard visuel. C'est un endroit où le réel, eh ben, il se met à avoir ouais, une déformation. C'est l'endroit du mirage, quoi. C'est ce Ça qui. fait penser à une choc d'onde. Ouais, il y a aussi de ça, ouais. C'est comme s'il y avait un élément un peu invisible. Ah, j'ai pas le micro. Comme s'il y avait un élément un peu invisible, une sorte de. Oh, bon. Je me suis pris dedans, je vais y arriver. Hop.
Comme s'il y avait donc un élément un peu invisible, une sorte de couche qui nous écrase, Mm. qui est un peu au-dessus de nous et Un capteur qui est oblique. suggéré, quoi, qui est comme s'il y avait un plan dans l'espace qui venait écraser cet espace. Mais le fait d'avoir des assises basses aussi, ça permet d'être vraiment de se rapprocher du sol et sachant qu'on a des espaces qui sont plus ou moins hauts, d'accentuer les rapports au volume et aussi euh, les rapports de jeu avec les comédiens. Mm. Euh, du coup, dans les objets, dans les éléments, on va se retrouver avec des objets qui vont chercher la créer des espaces poétiques, mais qui viennent d'éléments techniques et qui tombent dans le champ du poétique. Et puis parfois des éléments poétiques qui vont plutôt tomber dans le champ de la technique, euh, notamment sur les costumes euh, ou sur les bancs, d'une certaine manière. C'est des fraises, quoi. Enfin, si je peux les mettre en rond, ça va faire une fraise euh, de cours. Et en fait, c'est un alvéolaire de papier c'est- qui va tenir notre poids. Toutes ces couches, quoi, toutes ces... Bon, il y a des contraintes techniques dans la pièce qui sont pas des moindres, notamment par rapport à l'espace de stockage, au montage, euh, au coût, au poids. Enfin, du coup, c'est un sacré casse-tête pour donner, pour arriver à rester sur cette ligne de recherche tout en ayant un peu l'ensemble de cet écosystème qui puisse avoir les moyens de travailler, quoi. Tout en restant pratique, quoi. Ouais, bon, ouais. Oui, oui. Et qu'est-ce que je peux te dire, je sais pas, sur les costumes. Les costumes, ils ont été travaillés un peu sur le même principe que l'espace. Enfin, le corps, enfin, dans la pièce, je l'ai perçu un peu comme un espace en friche, un peu comme l'espace de jeu, et où il y a des choses qui mutent, et on se fait plus ou moins écraser par des codes liés à l'institution du conte, ou euh, aussi à presque l'histoire du costume. À certains endroits, je vais travailler avec des éléments qui fassent écho à une histoire du costume, mais sans tomber dans la représentation, euh, comment dire, toujours rester un peu sur ce fil de cette abstraction, on a un début de code d'un costume d'époque et en fait très vite il s'échappe et il devient autre chose. Euh, et c'est un peu les allers-retours entre la complexité des couches du costume et en fait un retour à une certaine simplicité par rapport à l'outil de travail, le vêtement de travail, pardon. Euh, et puis en fait en dessous, ouais, il y a la combinaison. Et puis en dessous, il y a un t-shirt qui est un peu plus, enfin, qui est un peu plus habillé. C'est en moire, qui est donc un tissu pressé qui fait des effets moirés. C'est un très beau tissu. Euh, et normalement, c'est pas enfin, c'est un tissu qu'on est censé mettre en valeur, montrer. Et ben, dans les costumes, il est utilisé en doublure sur la première couche de costume et il est utilisé en toute dernière couche proche du corps qu'on voit quasiment jamais. Et du coup, il y a un peu une écriture de certaines choses qui
pour être précieuses, mais en fait elles sont un peu cachées, elles sont mises dans des endroits où elles sont suggérées, ou alors, par exemple, quand ils se défont d'un des costumes, on va avoir la doublure qui va apparaître dans l'espace, parce que du coup, l'espace, et notamment les grilles, vont devenir des réceptacles pour ces ruines de costumes. Euh, et va apparaître des reflets, des éléments, comme une peau intérieure du costume, qu'on n'aurait pas vu avant, parce que quand c'était porté, c'est quasiment pas visible. Donc il y a tout le travail de qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui ne l'est pas, et quand cela est visible. Euh, et quand c'est visible, c'est pas parce que c'est pas joué par les comédiens que l'élément ne joue pas. Donc, puis tout ce travail sur les costumes, il permet aussi de sortir, de contraster une certaine aridité de la grille, d'apporter de la rêverie, mais en même temps, l'espace, il part d'un espace un peu aride pour aller vers la rêverie et vers le jeu. Le costume, il part un peu du jeu, d'un simulacre de costume pour jouer à Cendrillon et à faire le conte et tous ces éléments-là, et pour revenir à une certaine aridité, mais qui ne l'est pas moins ou pas plus qu'avant. En fait, c'est vraiment des décentrements du regard et comment on arrive à jouer, soit avec beaucoup, soit avec peu. Et ça dépend pas forcément. C'est vraiment. Oui, c'est presque de partir d'un costume riche et de l'épurer au fur et à mesure. Ouais, De dire finalement, il existe avec très peu de choses. ouais, c'est ça. Et au final, l'émancipation de Cendrillon dans la pièce, c'est un peu le jeu, quoi. Le conte veut lui rajouter des trucs un peu sur le dos, quoi. L'enfermer dans son rôle et qu'elle suive sa trame, sa ligne qui est écrite pour elle. Et justement, c'est pas si simple, et c'est peut-être pas nécessaire, en fait. Et, euh, et elle-même amène le doute chez le prince, et puis chez nous. Et ouais, je- l'espace et les costumes sont sur des orbites, et à l'intérieur il y a d'autres petites orbites, mais si je grossis le trait, on va voir l'espace et les costumes sont sur un orbite respectif, et puis il y a des endroits où ils se croisent, et puis il y a des endroits où ils se croisent où il n'y a pas les comédiens, des endroits où les comédiens se croisent avec l'espace mais sans les costumes, des endroits où les comédiens travaillent avec les costumes, et où un endroit où ça se croise, eh ben, du coup ça fait émerger tout un monde de jeu, quoi, et de poésie, et une certaine liberté, quoi. Dans un cadre qui est bien épais quand même, et qui a son lot de contraintes. Mm. Et en fait, on essaie de le mettre à distance. Oui, parce qu'on est sur, nous aussi là des couches de contraintes. Ouais, ouais, là, il y a des couches de contraintes. Ouais. La contrainte première étant Cendrillon, Ouais. connu par tout le monde, voilà. La deuxième contrainte, c'est ce que Balzac en propose. Ouais. Plus la contrainte du décor. Ouais. La contrainte de la tournée, la contrainte de l'espace, ouais, non, là, au niveau contrainte, on est pas mal. Ouais. On peut difficilement. Enfin, le format, Ouais. c'est pas rien. Ouais. Ouais, l'itinérance, en même temps, ça crée généralement des beaux projets quand on y pense bien, Ouais. quand on comprend quels sont les enjeux. Euh, quand on n'y comprend pas. On peut se faire mal, je pense. C'est- Après, c'est pas dit qu'on se fasse pas mal, hein. On n'y est pas encore. Le pire, c'est pas. Vous voilez pas la face. Enfin, c'est pas. Non, De se dire non, non, on va faire comme si c'était. Parce
que moi j'en ai vu des spectacles itinérants, et ils faisaient se voiler la face, c'est-à-dire ils faisaient comme si ils allaient jouer Au théâtre. dans des petites salles de théâtre, mais dans des petites salles. Non, là, c'est Dans une salle de fête. mais c'est pour ça aussi que je parle de un peu d'arène et d'espace de gladiateur, c'est que en fait les comédiens se mettent au niveau des spectateurs et des amateurs, les amateurs se mettent au niveau des comédiens et des spectateurs, et les spectateurs se mettent au niveau des amateurs et des spectateurs, des comédiens. Euh, Tout le monde fait des pas les uns vers les autres, et on voit l'écosystème que ça génère. Et l'enjeu, il est à cet endroit-là, à ce point de bascule. C'est pas, c'est un théâtre qui est au présent, quoi. Et qui peut se faire qu'avec toutes les parties. Donc, ouais, c'est en permanence des jeux d'aller-retour, et puis même d'instiller et euh, juste de mettre, de planter des idées, quoi. Et si j'essayais, et si, parce que forcément, quand un spectateur va voir, je sais pas, son oncle, sa tante, sa sœur, son cousin euh, se lever pour jouer, bah, au début de la pièce, ce cousin ou cette tante, bah, il est au même échelon d'une certaine manière que moi, spectateur. Et du coup, à un moment, il se lève et il se met à jouer. Et qu'est-ce qui fait que lui, il a le droit et moi non? Et en fait, est-ce que moi, j'ai pas le droit aussi de faire quelque chose? Enfin, c'est comme jouer de la musique, en fait, tous ensemble. C'est trouver l'endroit où tout le monde joue, et justement de questionner qui a le droit et qui a pas le droit. Et en fait, est-ce que c'est pas juste beaucoup plus ouvert que ça? Et ouais, c'est aussi faire de la musique tous ensemble, quoi. La musique avec notre corps, nos têtes, l'espace, le texte, et en fonction des outils qu'on a. Et ouais, je pense que ça va être un. Si le rendez-vous se passe, il y a moyen que ce soit un beau moment, quoi. En tout cas, c'est une sacrée aventure. Ouais. Ouais, c'est une pièce qui peut paraître un peu rebutante sur le plan parfois conceptuel, et en fait, nous-mêmes, ça questionne nos rapports à ce qu'est le théâtre contemporain, ce qu'est euh, l'art contemporain, plus pour vis-à-vis de ma pratique. Euh, et comment on questionne nos propres institutions, et où est-ce qu'on se situe, et comment essayer de trouver des endroits où ça bascule, et où il y a une générosité vis-à-vis euh, des spectateurs, des éléments avec lesquels on travaille, les matériaux qui sont autour de nous, et nous-mêmes, quoi. Pour pas singer quelque chose, juste trouver cet endroit de juste équilibre, et qui questionne ce rapport de singerie euh, que sont nos institutions, et, et comment nous on est par rapport à ça, enfin où est-ce qu'on se situe, et toute institution cherche son point limite, quoi, enfin, je crois. Et bah ouais. Et, le spectateur, c'est pareil. Il va chercher son rôle de spectateur, et il est où le point limite? En fait, on est tous confrontés à ce même processus dans cette pièce.
peu importe l'endroit où on est et en apparence la liberté qu'on aurait ou pas. Parce que, d'une certaine manière, la liberté des comédiens, c'est aussi un gros poids, c'est énormément de travail. Euh, et en fait, si on imagine que le spectateur aimerait devenir l'amateur, que l'amateur aimerait devenir le comédien, que le comédien aimerait devenir, je sais pas, euh, le conte ou le metteur en scène, ou que le metteur en scène aimerait devenir le conte, euh, ou l'auteur, et puis qu'en fait l'auteur, lui, tout ce qu'il veut, eh ben, c'est au final redevenir un spectateur, parce il veut voir la chose vivre devant ses yeux et s'émerveiller, et perdre le contrôle de l'objet pensé. C'est le moment où l'élément prend vie, quoi. Tout à fait. En tant qu'auteur, c'est le truc le plus agréable. Ouais. C'est quand- Ah, c'est une recherche un peu infinie, mais c'est un peu, je crois, c'est une boucle éternelle, quoi. Et la pièce, ouais, est à cet endroit-là. Bon, je sais pas comment tu vas réussir à monter tout Je ça. sais pas, je sais pas. Je Je sais vois. pas comment tu vas réussir à monter tout ça. Mais attends, j'ai costume. Juste, ouais, je peux peut-être dire un tout petit truc par rapport au son et aux matériaux euh, parler de quelques rapports de matériaux. Donc, par rapport aux matériaux, on va avoir des matériaux qui étouffent le son d'une certaine manière, qui l'atténuent. Enfin, il y a le feutre, aussi par rapport à la résonance, euh, une certaine douceur, euh, à l'image du conte. Enfin, ça me paraissait, il y avait une sorte une certaine logique pour moi, en tout cas, à me rapprocher de matériaux assez bruts. C'est de la laine de mouton elle n'a pas eu subi de transformation particulière, hormis elle a été aiguïtée. Enfin, euh, euh, et du coup, on va avoir de la grille en acier très brute euh, qui peut piquer entre guillemets, enfin, qui a une dimension assez, ouais, assez acérée, enfermante, soit comme pour des cages pour des animaux. On va avoir le cuivre et le laiton pour euh, les obus, enfin l'élément sonore du conte, et il y a des clochettes aussi sur les costumes. euh, qui sont martelées, et donc ça c'est par rapport à la résonance. L'acier va pas avoir du tout la même résonance que le cuivre. C'est pour ça que pour les instruments de musique on utilise principalement le cuivre. Euh, on va avoir du coup, même dans les textiles, la question de la trame était vraiment importante pour donner une sorte d'état d'espace, de quadrillage, mais qui se déformerait. On va avoir la cendre au centre, euh, qui est beaucoup plus brute et organique, et qui se déforme au fur et à mesure du jeu. Les bancs de papier. Il y a tout un écosystème des matériaux qui se répondent aussi, que ce soit en textile ou plus dur pour le métal. Et, et voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci. Voilà. Donc, je m'appelle Arthur Gélin. Je suis plasticien de manière générale. Et là, j'ai été appelé donc, sur cette pièce pour la scénographie et les costumes. Ok. Euh,
Concernant l'espace, je vais le refaire. Je vais retirer le E. Concernant l'espace, c'est donc un espace circulaire dans lequel les spectateurs sont assis, pour ainsi dire, sur scène, dans l'espace de jeu. Euh, on- donc, je sais pas, c'est pas agréable du tout comme expérience. Attends, je vais la refaire la partie.